Et donc, on démarre avec Denis Ferrand. Salut Denis. Bonjour Stéphane. Le directeur général de Rexecode, celui qui nous apporte, et je le remercie d'ailleurs, des graphiques formidables. Il y a toi et Philippe Wechter, voilà. Oui. Les rois du PowerPoint. Vous êtes des obsessionnels. Les rois du PowerPoint. Il faut que tu essayes quand même là-dessus. Denis, tu as peut-être déjà essayé, mais l'intelligence artificielle, quoi. Ouais. Je ne veux pas faire de pub, mais j'en ai moi testé 2-3. C'est très spectaculaire, très spectaculaire. La façon dont ils te font les courbes, dont ils te dessinent les courbes, dont ils te créent un environnement avec une compréhension mais hallucinante du texte que tu as écrit, quoi. Enfin bon, bref, je referme la parenthèse. Je démarre par le commencement parce que effectivement, début 2023, je sais plus ce qu'on se disait, Denis, mais sans doute devait-on parler de récession et peut-être même d'ailleurs de récession sévère. Finalement, on est dans une croissance molle telle qu'on la connaît. C'est une divine surprise. Comment est-ce que tu l'expliques au fond? Parce qu'il y a un moment que tu as pu y réfléchir, j'imagine, depuis 3-4 mois. On sait qu'on va échapper à cette récession malgré le durcissement de la politique monétaire. Comment est-ce que tu l'expliques? C'est vrai, en fait, ça me fait penser à un adage, là, à ta question, qui est, bon, tu connais la phrase, hein, les promesses des politiques n'engagent que ceux qui les écoutent. Dans le cas des prévisionnistes, c'est un peu le contraire. Quand tu fais une prévision, ça t'engage, toi, dans ce que tu prévois. Et nous, ce que l'on avait prévu l'année dernière, quand on s'était vu l'année dernière à la même période, au début de 2023, on voyait effectivement le scénario récessif qui se dessinait. Pourquoi? Parce qu'on était au pic des prix de l'énergie. On sentait bien qu'il y aurait une augmentation de taux extrêmement massive qui allait se manifester. On voyait même la réduction de la masse monétaire. Elle commençait à se voir concrètement. Donc ça veut dire, je le dis d'un mot, moins de crédit des banques vers les ménages et les entreprises. Tout à fait. C'était cette mécanique délétère qui se mettait en place petit à petit, qui allait aboutir à moins de dépenses de la part des ménages, moins de dépenses de la part des entreprises, que ce soit pour de l'investissement ou que ce soit pour l'emploi. C'était un peu ça qui se mettait en place. Parce qu'il y aura un comportement de prudence face à un choc totalement exogène, le choc de prix de l'énergie, auquel les entreprises vont s'adapter. Ce qui s'est produit entre-temps, c'est qu'il y a quand même eu une augmentation des dispositifs de soutien à destination des entreprises face au choc de prix de l'énergie. Et surtout, en fait, ce que l'on n'avait peut-être pas très bien mesuré, c'est combien les entreprises sont rentrées dans cette phase de choc extrêmement tendue, avec encore de la trésorerie, elles avaient encore de la liquidité. Tu nous l'avais dit. 2023. Elles en avaient encore suffisamment pour, en réalité, ne pas ajuster le niveau de leurs dépenses à l'évolution de leurs ressources. Parce que oui, il y a bien un ralentissement de la ressource, oui, il y a bien des prélèvements qui sont intervenus un peu de partout sur les entreprises, mais comme elles avaient encore du cash, eh bien, elles ont continué de le mobiliser face aux besoins de renouveler leur appareil de production, parce qu'il y a toute la problématique de transition au pluriel, hein, bien entendu. Bien sûr. Il y a toutes les thématiques de transition qui montent, et donc les entreprises ne restent pas l'arme au pied, elles avaient encore un peu de cash, et donc elles l'ont investi. C'est super intéressant ce que tu dis, Denis, parce que ça amène d'ailleurs un élément sur lequel tu as beaucoup disserté, hein, un tout petit peu complexe, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a eu deux phases. Il y a eu une phase où les entreprises, effectivement, ont pu tenir des prix raisonnables en mangeant leur trésorerie. Et ensuite, mais quand en fait la dialectique de l'inflation était déjà à l'intérieur de nos esprits, elles ont pu augmenter en toute tranquillité leurs prix, quitte à exagérer pour certaines d'entre eux. Voilà. Tout à fait. Enfin, exagérer, on n'exagère jamais. Il y a quelqu'un qui achète. Mais enfin, à en profiter, voilà, on va le dire comme ça, pour certaines d'entre eux. Exactement. C'est vrai que la dynamique de l'inflation, elle a été vraiment en deux temps. Et vraiment, cette dynamique qui est venue du choc extérieur. Et puis, les entreprises, justement, se sont dit, mais si je n'augmente pas mes prix tout de suite, c'est peut-être une manière aussi pour moi de gagner des parts de marché. Exactement. Parce que certains de mes concurrents n'auront pas d'autre choix que d'augmenter leurs prix. Donc, ce faisant, moi, je vais avoir peut-être un peu de marge pour pouvoir gagner des parts de marché. Et puis, dans un second temps, elles se sont rendues compte qu'il y avait un espace pour pouvoir augmenter les prix et que leur trésorerie commençait quand même à être sacrément érodée. Et donc, à ce moment-là, elles ont augmenté les prix. Mais là, on est en train de passer dans la troisième phase. Alors voilà. C'est là que les choses sont en train de changer. Oui, alors le graphique, c'est pas pour tout de suite. On en parlera tout à l'heure. Les choses sont en train de changer dans le sens où l'espace, ce qui contraint désormais véritablement l'activité, c'est l'espace de la demande. Parce que tout à l'heure, si je disais que les entreprises ont été au rendez-vous, elles ont encore fait la croissance en 2023. La croissance, en gros, en 2023, c'est 0,8 points. Tu as 0,5 de ces 0,8 qui viennent des seules dépenses d'investissement des entreprises qui ne font pourtant que 12% du PIB. Donc, plus de la moitié de la croissance a été le fait de l'investissement des entreprises. En revanche, la dépense des ménages, consommation plus investissement qui fait grosso modo 75% du PIB, n'a apporté que 0,1 point à la croissance de 2023. Et donc petit à petit, ce qu'ont vu les entreprises, c'est qu'elles
la demande n'était plus au rendez-vous, la demande finale en provenance des entreprises. Et quand la demande n'est plus là, la possibilité de passer les hausses de prix qui étaient intervenues dans cette seconde phase, cette possibilité s'est refermée. Et donc, on passe dans un moment qui devient plus tendu du point de vue des entreprises. Ah oui, puis là, pour le coup, il va falloir les conserver, les parts de marché. Et là, on va rentrer dans un moment concurrentiel qui va être absolument passionnant. Ah oui. Et autant tu peux attendre un peu avant de remonter tes prix parce que tes clients sont ravis, autant tu peux pas attendre s'il s'agit de les baisser et s'il s'agit de répondre à la concurrence. On est d'accord, Denis? Tout à fait. Là, il faut être super vigilant. Tu n'as pas le choix. Il faut être super vigilant et on voit qu'on est dans cette zone de tension auquel s'ajoute le fait que tu as une augmentation de salaire qui intervient. Absolument. Parce que tu as l'ensemble de ta structure de coûts qui était auparavant très impactée par ceux qui venaient de l'extérieur, qui désormais répond à des logiques internes, répond à des logiques d'évolution des salaires. Alors, les salaires n'accélèrent pas si fortement que ça. Là, les salaires vont progresser plus vite que l'inflation en 2024 qu'ils ne l'ont fait, que cela a été le cas en 2023. Mais quand tu vas faire 3,5 de salaire, grosso modo, ce que l'on peut attendre raisonnablement pour l'année prochaine, eh bien, ce sera plus que l'inflation. Et donc, dans un contexte où tu n'as pas de gain de productivité, c'est une alerte sur les marges qui vient à se poser. C'est pour ça, c'est pas notre sujet, mais je le dis d'un mot, c'est pour ça que cette augmentation de retraite de plus de 5%, enfin, je le dis, ça n'engage que moi, mais un scandale politique. C'est invraisemblable. Bon, bref, c'est de l'argent public quand même. Bon Dieu, c'est de l'argent public. 14 milliards. 14 milliards. Ouais, pour qu'on soit sûr que les gens votent bien, mais comme si ça suffisait. Alors, on l'a vu passer ce graphique. Alors, question d'abord, Denis, 2024, quel est pour toi l'événement le plus important à attendre? Justement, c'est un peu cette idée de symétrie par rapport à 2023. Autant 2023, ce sont les entreprises qui ont fait la croissance, autant en 2024, c'est elles qui vont à nouveau, enfin, comme toujours en réalité, oui en fait c'est évident, mais à nouveau en 2024 surtout ça va être de regarder très finement l'investissement des entreprises. S'il vient, c'est là qu'il y a la menace la plus importante pour les entreprises, mais c'est dans un contexte international qui est simplement hallucinant. Hallucinant. Alors ce qu'on voit là, il faut que tu nous expliques un peu ce graphe et on va le laisser... On va le laisser à l'antenne, crédit accordé par les institutions financières en Chine. Et la courbe qui monte très fort, c'est les crédits au secteur industriel. Ouais. La Chine, je dois dire, Denis, que c'est grâce à toi que j'en entends parler pour la première fois, est en train de renouveler en profondeur son outil industriel. C'est ça qui est en train de se passer. Exactement. En fait... La Chine a vécu sur une demande interne qui était extrêmement puissante. C'était celle qui était apportée par le secteur de la construction. Et tu avais... Parce que la courbe en trait orange, il y a une courbe qui monte beaucoup. Oui, il y a une courbe qui descend, c'est la crise immobilière. C'est la crise immobilière. Eh bien, donc ça veut dire qu'il y a un volant de demande interne qui s'est totalement dérobé, qui a totalement disparu en Chine. Et donc c'est le moment de l'accélération de la transformation de l'industrie chinoise. Ça correspond aussi au plan de China 2025 qui a été déployé en 2015 et qui est monté en puissance à partir de 2020. La Chine est en train de se réarmer du point de vue industriel et elle le fait à une vitesse absolument folle. Quand tu décomposes un peu les secteurs... L'accélération, là, je le dis parce que c'est sur l'année 2022. Ouais, voilà, c'est sur l'année 2022, au moment où partout les titres des journaux, c'était la crise industrielle chinoise. Ouais, bon, mais voilà. Non, en fait, voilà, ils investissent en pleine crise, eux. Si tu regardes l'ensemble des crédits alloués à l'économie, en fait, ils n'ont pas accéléré en Chine, mais ils se sont simplement radicalement transformés. Et ce qui veut dire aussi que si cette industrie se développe, se déploie très rapidement dans un contexte où la demande interne n'est pas au rendez-vous en Chine, ça veut dire qu'il faut aller chercher son espace de valorisation de son produit ailleurs que dans la seule économie chinoise. Donc tu as une accélération de la transformation de l'industrie dans un contexte où elle n'a pas de ressources internes qui puissent absorber son produit. Donc ça veut dire une concurrence démultipliée sur les marchés à l'étranger. Et là, on a l'exemple de BYD et Tesla. J'allais le dire, on le résume en 3 lettres, BYD. Ouais, BYD, qui au 4e trimestre a dépassé Tesla sur le nombre de véhicules hybrides et électriques produits. Mais même juste électriques. Oui, en fait, si on rajoute hybride, ils dépassent Tesla depuis un petit moment, mais juste électrique, en fait, ils ont dépassé Tesla au 4e trimestre. Vous l'avez vu, voilà, BYD. En 2023, pour moi, le phénomène le plus remarquable, c'était vraiment cette accélération de l'industrie automobile chinoise. Ça a été quelque chose de stratosphérique. En 2020, la Chine produisait 20% de véhicules n'exportait que 20% des véhicules qu'exportaient les Allemands. Désormais, ils sont 30% au-dessus.
en l'espace de 3 ans. C'est un truc qui est absolument incroyable. Là où je suis, on va faire un peu d'autopromo, c'est que vous allez retrouver une interview exactement sur ce thème qui doit dater de mai dernier dans nos émissions de Bismarck. Donc effectivement, BYD, c'est très spectaculaire. Et ça, voilà, c'est parce que c'est ultra moderne, c'est usine ultra moderne. Et donc accélération et renouvellement du capital. Et alors l'autre graphe, celui-là, tu dis, alors celui-là, il faut que tu nous l'expliques encore plus. Investissement en construction par le secteur manufacturier aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? En gros, c'est les investissements greenfield de la part des entreprises. C'est-à-dire vraiment, je construis un nouveau site de les production usines qu'ils sont en train de construire. C'est le secteur industriel manufacturier qui investit dans l'armature. Alors, de manière assez amusante, ce que l'on voit, c'est que jusqu'à présent, les investissements en équipement de l'industrie, ils n'ont pas progressé, ils n'ont pas accéléré. Donc en gros, c'est comme si en ce moment, les Américains ne faisaient que construire des usines sans mettre une seule machine à l'intérieur. C'est ça, c'est ce que tu dis, ouais, c'est marrant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est simplement un décalage temporel. J'ai du mal à imaginer que les Américains vont construire sans remplir. Tu sais, il y avait cette phrase, les ordinateurs sont partout sauf dans les chiffres de PIB. Ça ne marche pas pour les usines. Quand les usines sont partout, elles viennent assez vite dans les chiffres du PIB. Et les ordis vont venir dedans. Bon, ça veut dire deux choses. Donc, pourquoi est-ce que c'est absolument passionnant ? Tu nous expliques donc une Chine qui est en train de réarmer, c'est le mot à la mode, qui a totalement même réarmé son outil industriel et qui va devoir le déverser sur le monde. Sauf que le monde en face, c'est l'Amérique qui se réarme elle aussi. Bim, on est au milieu du truc. Et donc il faut trouver. Et nous, nos investissements industriels, ils sont à quel niveau par rapport à ça, Denis ? Ils n'accélèrent pas autant. Hein. C'est le point que tu as évoqué tout à l'heure. Quand tu regardes le crédit alloué à l'économie, celui-ci est en train de se contracter. Le crédit à destination des sociétés non financières recule dans l'ensemble de la zone euro. Et donc tu as, au moment même où les autres sont en train d'accélérer à une vitesse absolument hallucinante, hein, parce que... Non, je souris parce qu'il a mis un tout petit peu de temps à arriver, le graphe, mais vous le voyez, donc il est très spectaculaire. Donc ça, c'est dépenses de construction. C'est les constructions d'usines aux États-Unis. Voilà. Tout à fait. Oui. On voit bien que c'était assez flat auparavant. Puis d'un seul coup, il y a l'accélération avec l'IRA, avec le CHIPS Act, vraiment pour créer les unités de production. Parce qu'on est dans le temps de la confrontation. Parce que c'est une confrontation entre les deux superpuissances. Et nous, on est un peu au milieu. Et c'est... En fait, le ventre mou, ça peut être celui qui va absorber, justement, qui va être l'espace de réalisation. C'est pour ça qu'on a face à nous une nouvelle compétitivité. Tu sais, on a fait, à Rexecon, on a souvent fait des travaux sur la compétitivité en se comparant à nos voisins, en se comparant à l'Allemagne, en se comparant à l'Italie. En réalité, c'est plus eux qui sont les référentiels. Les référentiels face auxquels on doit se jauger quant à notre capacité à être compétitif, ce sont les Chinois, ce sont les Américains désormais, parce qu'il y a une détermination à la transformation de leur appareil productif qui est absolument colossale. Et un rajeunissement du capital. Oui, bien entendu, ça va de et donc, ça veut dire que la décision capitale que devrait prendre, par exemple, un gouvernement français aujourd'hui, en 2024, elle n'est pas spectaculaire, malheureusement. Mais c'est un équivalent surinvestissement de ce qu'avait fait François Hollande, c'est-à-dire donner une prime massive au renouvellement du capital industriel. Enfin, au renouvellement du capital tout court, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, surtout pas d'ailleurs que industriel, parce que ça avait été le problème de François Hollande, et que donc tout ce qui était dépenses en logiciel, en transfo, en modernisation, révolution industrielle, intelligence artificielle, etc., ne rentrait pas dans la première phase de suramortissement. Mais tout en choisissant bien ses combats, il ne faut pas avoir la prétention de tout faire. Il faut peut-être aussi l'envisager à une échelle qui est européenne, qui est une échelle pertinente pour penser le marché. On va dire que ce serait de l'argent mieux utilisé que d'augmenter les retraites, par exemple. Par exemple. Alors, justement, puisque dernière minute, non, mais ça va, on a encore 3-4 minutes pour parler du deuxième, alors qui, moi, est mon obsession. J'en suis désolé, d'ailleurs, j'en parle très régulièrement, c'est travail et salaire. Le gouvernement demande à 2 économistes, dont Étienne Vasmer, qui vient nous voir de temps en temps. Il est prof à Abu Dhabi, Étienne Vasmer, de réfléchir. Il est prof à Abu Dhabi et il a une vision, justement, sur les ingénieurs et les cadres du nouveau monde qu'on devrait de temps en temps avoir plus souvent en tête. Bref, demande à 2 économistes de réfléchir à nouveau sur nos trappes à bas salaire, donc allègement de charges, primes d'activité, tout cela crée derrière des situations invraisemblables qui se résument tragiquement dans un constat: il n'y a jamais eu autant de salariés au SMIC en France. Ouais. Je ne vois pas, je ne vais pas te demander de résoudre le sujet là, Denis, mais je ne vois pas de solution. Je tire ce problème. J'essaie de soulever toutes les pierres autour de ce problème depuis des années, et je ne vois pas d'autre solution pour sortir de ce piège terrible qui est en train d'emmener des générations entières entre
1 et 1,5 SMIC, 1,6, 1,7. C'est vrai que c'est la façon dont on a pensé les allègements, avec à chaque fois des seuils qui faisaient... À chaque fois, c'est des bonnes idées, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et on comprend très bien les motivations pour lesquelles on a mis en place ces dispositifs. C'était des dispositifs qui visaient au retour à l'emploi. Mais là, on n'est plus dans une problématique de retour à l'emploi. Alors, attention... Cette problématique, elle demeure quand même en partie. Quand on a une augmentation du taux d'emploi, mais que celui-ci est encore à 68,5, alors que les autres pays d'Europe du Nord sont encore à 76... 68,5% de la population active. Oui, pardon, 68,5% de la population en âge de travailler est en emploi. Alors qu'on est à 76 dans les pays d'Europe du Nord. Donc on voit bien qu'il y a encore une... Oui, mais cette obsession nous tue, en fait, Denis. Exactement. Cette obsession nous tue. C'est cette obsession qui nous tue. Tout à fait. Et comment est-ce qu'on arrive, en fait, à embarquer tout le monde de manière à ce qu'il y ait une récompense de l'effort? Or, si cette récompense, elle devient un coût rédhibitoire pour les entreprises, parce qu'il y a certains seuils dans lesquels augmenter de 1 euro en net le salarié revient à augmenter de 4 le coût pour l'entreprise. Voilà. Et donc, c'est bien cette équation. Comment est-ce qu'on arrive à lisser les chocs pour permettre une progression qui soit beaucoup plus régulière et qui n'incite pas à la fois l'offre et la demande de travail à ne pas augmenter les évolutions de salaire? Non. Tu ne peux pas. Non, mais sérieusement, dans l'organisation, je ne sais pas si vous avez réfléchi avec ces codes au truc, mais exactement. Mais c'est un reset profond qu'il faut, parce que tous les systèmes sociaux sont assis en fait sur ces trappes à bas salaire. Et moi, je me souviens de la création de la prime d'activité, et on se disait à l'époque. Mais bien sûr, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Et aujourd'hui, on réalise combien cette prime d'activité est un piège. Moi, je constate des situations, mais même avec des salaires un petit peu intéressants, où en fait, le gars va commencer à travailler, il faut bien le dire, en perdant un petit peu d'argent. Parce qu'il y a la prime d'activité qui baisse et que comme il sort de l'ensemble des aides qui accompagnent aujourd'hui les chômeurs, c'est tel passe Navigo, telle aide à la garde d'enfants, la cantine, les trucs, etc. Il faut une volonté de dingue pour se mettre au travail. Ce ne sont pas que je salue d'ailleurs ici. Mais ce ne sont pas que des dispositifs nationaux, effectivement, tu fais bien d'insister. Ce sont des dispositifs locaux, avec chacun qui sont tous pavés de bonnes intentions. Exactement. Mais qui aboutissent à ce que tu n'aies pas une incitation qui soit importante. Parce que quand on parle de la prime d'activité, quand elle a été mise en place, c'était donc à l'époque de Jospin. Et ensuite, elle a été, c'était la prime pour l'emploi. Et ensuite, elle a été remise avec une fusion. Il y avait la fusion de la prime pour l'emploi et le RSA. Voilà, le vrai décollage, en fait, ça doit être 2018, quelque chose comme ça, quoi. 2017-2018, voilà. Mais, dans la foulée, d'ailleurs, des ordonnances Pénicaud. Mais quand tu regardes sur cette période-là, tu n'as pas eu d'augmentation du taux d'emploi des personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi. C'est là qu'on a une difficulté. C'est-à-dire qu'elle a bénéficié en fait à ceux qui étaient déjà dans l'activité et pas forcément pour faire un retour dans l'activité, parce que ceux qui sont... c'est mon dada, tu le sais, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, mais le chiffre qui me marque le plus, c'est le taux d'emploi des personnes qui ont le plus faible niveau de formation initiale. Eh bien, ce taux d'emploi, il est d'environ 38% et il n'a fait que reculer pendant toute cette période où a été mise en place la prime par l'activité. Alors qu'on a tout fait pour qu'il augmente. Pour que ça augmente, Donc ça veut dire que, en fait, cette logique généreuse est une erreur profonde. Ouais. Et que, alors c'est Jean-Marc Daniel qui dit ça assez régulièrement, quand on subventionne quelque chose, on le multiplie. C'est logique. Et donc, en subventionnant finalement le travail sous-qualifié, les bas salaires, on l'a multiplié, tu rajoutes là-dessus la désindustrialisation et tu as ce piège qui se referme. Exactement. Et tu ne crées pas des conditions d'aspiration et de développement personnel de tout un chacun. Bon, mais on n'a pas de solution, en fait. Non, mais bon, on peut faire confiance à Étienne. Étienne va les trouver. Je ne sais pas quel est le pardon pour le deuxième économiste qui est avec Étienne Vasmer. Antoine Bozio. Voilà, merci. Mais en tout cas, le fait que cette question soit désormais instruite, c'est quand même un premier pas qui est très important. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui était totalement sous le radar. Il y a eu plusieurs fois des alertes, et notamment tu en as relayé très souvent, ces alertes, tu les as portées, mais il n'empêche que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment imprimé jusqu'à présent dans le débat public. Non, parce que c'est emploi. Ouais, et encore dans le discours politique, c'est on va supprimer des emplois, on va supprimer des emplois, on va supprimer... Mais non, en fait, il va falloir à un moment parler de bons et de mauvais emplois. Voilà. Ouais. Et attention, parce que ce thème de la smicardisation également peut être un incitatif très puissant à aller justement vers ce type de problématique. Mais ce que l'on voit, c'est que par le passé, c'est que chaque fois qu'il y a eu une augmentation de la proportion de smicards dans la population, il y a eu ensuite, en fait ça correspond au fait qu'il y a eu l'accélération du SMIC par la loi, tout simplement. Il y a eu ensuite une redilatation, donc tu as une compression de l'échelle des salaires,
parce que les salaires qui sont juste au-dessus du SMIC ne réagissent pas tout de suite à l'augmentation du SMIC, mais ils augmentent dans un second temps. Et donc, tu vas avoir progressivement une redilatation de l'échelle des salaires. En gros, les barreaux vont se remettre à leur niveau. C'est-à-dire celui qui était à 1,2 SMIC, qui est désormais rattrapé par les SMICards, qui n'est plus qu'à 1,1 SMIC, et bien progressivement, il va avoir une réaugmentation de son salaire qui va le repositionner à 1,2 SMIC. Et donc, tu vas avoir une baisse. Tant mieux pour lui, mais à quel prix pour l'entreprise? Mais à quel prix pour l'entreprise? Et pour notre compétitivité. Oui, mais parce qu'à la fin, ce que ça dit, c'est que tu n'as plus l'indexation des salaires sur les prix. Mais comme tu as toujours l'indexation du SMIC sur les prix et que petit à petit, la hausse du SMIC, elle se diffuse dans l'ensemble de l'échelle des salaires, ça veut donc dire que tu as une indexation de facto des salaires sur les prix. Merci Denis. Denis Ferrand, donc, qui nous accompagnait pour démarrer l'année. On se retrouve très bientôt. Et puis nous, on continue Bismart avec le rebond des entrepreneurs.